Radio Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Merci de rester fidèles à ce programme. Nous allons parler à présent de la démilitarisation des sites miniers en République démocratique du Congo. La décision du chef de l'État est tombée le 10 juillet dernier. Comment se présente la situation sur les terrains? Est-ce que les militaires se sont déjà retirés des sites miniers? Quelles sont les mesures d'encadrement qui doivent accompagner cette décision? On en discute aujourd'hui avec M. Georges Bokondu Moukouli, député national, avocat et mandataire en mine, ancien vice-président de la commission des révisitations des contrats miniers. M. Bokondu, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. On aura également en ligne M. Lambert Menda, coordonnateur de la société civile du Lualaba. Des questions et préoccupations, composez le 086 341 28 71. 086 341 28 71. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Patrick Kassongwa sur la mise en onde de cette émission, Esther Mamboté, David Moussangou, John Tiboabois au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, Channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Et oui, bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous allons échanger à présent à propos de la démilitarisation des sites miniers. Eh bien, les militaires et les policiers doivent quitter les sites miniers pour s'occuper de la défense du pays et de la sécurité publique. La décision du chef de l'État a été rendue publique le 10 juillet dernier. À l'occasion d'un conseil des ministres. Alors, le commandant de la 22e région militaire dans les Hauts-Katanga a ordonné à ces éléments de se retirer immédiatement des sites miniers. Si les hommes en uniforme se retirent déjà dans certaines zones, ce n'est pas toujours le cas ailleurs, dans d'autres. Des sources locales au Lualaba, par exemple, indiquent qu'ils sont toujours visibles dans les périmètres miniers. Ils n'ont pas bougé d'un seul trait. Et depuis près de 10 ans, les décisions prises pour démilitariser les sites miniers sont restées lettres mortes et la présence des hommes en uniforme ne fait que s'accroître dans les zones minières. Alors pourquoi les militaires et les policiers se retrouvent dans les sites miniers et quels sont les mécanismes pour s'assurer du retrait effectif des hommes en uniforme dans ces zones? Quelles sont les mesures d'encadrement qui doivent accompagner cette décision? On en parle avec M. Georges Bokondu Moukouli, député national, avocat et mandataire en mine, ancien vice-président de la commission des révisitations des contrats miniers. M. Bokondu, d'abord, comment avez-vous accueilli cette décision du chef de l'État d'ordonner le retrait des hommes en uniforme dans les sites miniers? Merci beaucoup, Jody. J'ai très bien accueilli cette décision. Je crois que j'ai eu la chance d'effectuer une mission, une tournée avec le ministre national des Mines à Ituri. Nous avons fait ensemble les constats. Et c'était un constat amer. Là, on a trouvé des militaires bien armés, garder les sites miniers. Et c'était pas facile. Je crois que en Ituri. En Ituri.
Où précisément C'était à Aru, même au début de Mahagi. Et c'était très malheureux parce que ces militaires ne s'étaient même pas cachés. Ils étaient, en réalité, pour eux, c'était une garde officielle. C'est-à-dire qu'ils ont été affectés par leurs responsables. Un militaire ne peut pas aller dans un site s'il n'a pas eu l'autorisation de sa hiérarchie. De sa hiérarchie, oui. Donc, je crois que la décision est très bien accueillie, mais il faut la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique. Et le pays est grand. Vous savez, lorsqu'il faut faire un petit état des lieux, vous pouvez dire où est-ce que les militaires sont concentrés dans les sites miniers. Tu verras que c'est le Haut-Katanga, c'est le Lolaba, c'est le Touri. On ne peut pas exclure toute autre province là où il y a les activités minières. Mais et pourquoi ils doivent se retrouver là-bas? Là, c'est ça la première question. Quelles sont les causes ou les motivations des militaires dans la garde des sites miniers? Oui. Je crois qu'on peut trouver plusieurs causes. Lorsqu'il faut faire l'historique de la Gécamine, Somenki ou Miba, vous allez vous apercevoir qu'il y avait dans toutes ces compagnies minières ce qu'on appelait la garde industrielle. Ils sont venus même après. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelque part un problème sérieux de sécurité. Il n'y avait pas les conflits des titres. Il n'y avait pas l'envie d'exploiter illégalement un site qui ne vous appartient pas. Qui ne vous appartient pas, oui. Il n'y avait pas la liberté pour certaines autorités, peut-être militaires ou politiques, de s'approprier de certaines mines. Mais aujourd'hui, je crois que ces envies-là sont arrivées. Je vais donner un exemple pour dire que est-ce qu'on peut trouver des militaires ou des policiers installés officiellement ou légalement. Nous avons vécu, je crois, en 2019, l'envahissement des sites, par exemple, de la concession de TFM par des milliers d'artisanaux. Et c'était extraordinaire. Plus de 10 000. Et la compagnie était dans une situation vraiment catastrophique. Là, c'était une situation où on sauve l'investissement, où on protège les droits humains. Parce que les artisanaux, on doit protéger leur vie. Leur vie, bien sûr. On doit protéger leur liberté d'exploiter. C'est ça. Mais ils exploitaient illégalement dans une concession d'eau. Et l'opérateur minier, il s'est senti obligé de faire appel. L'opérateur minier, à l'époque, nous avons vu ça. Mais c'était une insécurité totale. Parce qu'il y avait des moments où les artisanaux pouvaient entrer de force dans la concession. Et personne ne pouvait les arrêter. Les retenir. Ça, ce sont des cas particuliers. Mais là où il y a l'aspect illégal ou irrégulier, un opérateur, parce qu'il veut s'approprier de ces concessions-là, ça ne lui appartient pas, par exemple, mais il doit se protéger parce qu'il ne faut pas qu'on vienne le faire chasser là-bas. Il cherche les militaires, ils placent. Les hommes forts, il y a aussi des hommes forts qui s'imposent. L'envie de gagner l'argent aussi. On est à Aru, c'est quoi la cupidité? Isolé. Mais c'est l'or, il faut avoir l'or. Mais vous êtes dans un site qui ne vous appartient pas, ça peut être un site de la Sokimo, ça peut être un site d'un autre opérateur qui a les droits miniers. Mais on vient s'imposer des forces. Il est là. Voilà. Ce n'est pas une question à cacher. Mais nous avons vu des machines avec des Chinois pleins et très bien protégés. Mais curieusement, tu verras qu'au lieu que les militaires fuient, ce sont les Chinois qui avaient fui. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas là légalement. Ceux qui sont légalement et qu'ils peuvent recourir à l'armée pour la protection, ils peuvent donner des raisons. Nous sommes dans un coin isolé de Kailo, par exemple, ou bien de Chabunda. Tout autour, il y a les Ouazalendo qui attaquent. On peut recourir. Mais attention, comment faire pour que la sécurité officielle, sans militaire, puisse sécuriser les sites miniers? Ça, ce sont des questions fondamentales. Mais en ville de Lubumbashi ou en ville de Kolwezi, tout autour de Kolwezi, presque toutes les compagnies minières ont des policiers et des militaires.
Presque. Donc, ce qui explique une présence remarquable des hommes en uniforme. Ce n'est pas normal. Ça ne devait pas être ainsi. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des maisons de gardiennage. Il faudrait que l'État, alors, à ce moment-là, comme la décision vient de tomber, comment obliger l'État et les compagnies minières à former la garde industrielle, la sécurité privée, qui aura peut-être tous les matériels possibles au cas de menaces, recourir maintenant à la police, recourir à l'armée pour peut-être sécuriser lorsqu'il y a une attaque quelconque des bandits et consorts. Mais mettre de manière systématique, permanente, on va même voir des militaires qui sont dans des sites artisanaux. C'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste. Je pense que la décision du chef de l'État du Conseil des ministres vaut son pesant d'or, mais il faut la mettre en application. Et il faut des mesures d'encadrement. Il faut des mesures d'encadrement. Bien, un instant, on va accueillir Lambert Menda, coordonnateur de la société civile du Lualaba. Monsieur Menda, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Mes salutations à tous les auditeurs de la radio Okapi ainsi qu'à l'invité. Bien, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, par exemple, sur les différents sites miniers du Lualaba, les militaires, le retrait des militaires et des policiers est déjà effectif ou bien c'est en cours? Oui, je vois là, il y a certains sites, d'après certaines sources concordantes, il y a certains sites comme par exemple KCC et Metalcol, il n'y a pas de militaires. Mais tandis que à Tchenke, Fungurume et d'autres sites comme Comidé, Boss Mining et autres, là, il y a les militaires qui sont là en train de régner, en violation de l'article 187 de la Constitution, parce que cet article consacre qu'ils ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Et donc, ils ne doivent pas se retrouver dans les sites miniers. Donc, ils créent même des pertes en vies humaines. Pas plus tard qu'avant-hier, ils ont tiré sur 6 personnes. 2 sont mortes sur place et 4 sont blessées. Et parmi les 4, il y a une personne qui est grièvement blessée, donc qui nécessite des soins intensifs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on l'envoie à Lubumbashi pour des soins intensifs. Et là, ça s'est passé où? Ça s'est passé à Fungurume. À Tchenke, dans la concession de TFM. Oui. Parce que TFM a une concession de 1600 km², imaginez. D'accord. Donc, on peut dire qu'il y a dans certains sites, les militaires se sont effectivement retirés, mais dans d'autres, ils sont encore là. Oui. Comme dans le site de Tchenke, Fungurume Mining, ils sont en grand nombre là-bas. Et ils créent des pertes en vies humaines. Pour dire, ils tirent à balles réelles sur tous ceux-là qui s'introduisent clandestinement sur site. Et ils se retrouvent aussi dans des sites tolérés, là où il y a l'exploitation minière artisanale. Il faut encore la loi, comme du côté de Kisanfu, Pungulume, Kisankala, Chabulungu. Donc il y a autant de sites là où les militaires, que ce soit de la 22e région militaire, que ce soit ceux-là de la garde républicaine, ils sont là. Voyez-vous. Et d'après vous, pourquoi ils sont là? Bon, ils sont là parce que ils sont en train de... D'abord, ils ont oublié leur mission parce que l'article 28 de la Constitution est très clair, donc parlant des droits civils et politiques, c'est-à-dire nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Donc, elles ne peuvent pas se retrouver sur des sites miniers au moment où il y a déjà l'option qui est levée, c'est-à-dire lors du dernier Conseil des ministres, on a levé l'option que tous les militaires se retirent des sites miniers. Donc normalement, comme les militaires sont des gens que nous connaissons qui sont respectueux d'abord de texte, ce sont des gens qui sont ordonnés. Ils devraient déjà quitter au lieu d'y rester parce que là, soit ils obéissent à un dictat politique ou soit
ils sont en train de couvrir les membres qu'on appelle famille présidentielle. C'est ça le problème des gens des familles élargies qui se disent des familles présidentielles, que tout le monde défie dans notre province du Lualaba. Alors là, ils sont en train maintenant d'empêcher ou de semer la terreur parce que nos compatriotes qui sont en grand nombre, étant comme exploitants miniers artisanaux, donc ont du mal à travailler librement sur leur sol, voyez-vous, parce qu'il y a une présence militarisée et ils ont la gâchette facile. Je prends le cas de la garde républicaine. Celle-là, ils se mettent en tenue civile et ils ont les armes. Ils contrôlent du côté des boss mining, ils sont là, ils sèment terreur et tout le reste. Et il y a des militaires éparses, d'une manière éparse plutôt, par-ci, par-là. Et tout ça, nous condamnons en tant qu'acteurs de la société civile, parce que ils doivent quand même être respectueux de la loi. Ils doivent aller à l'Est. À l'Est, il y a un problème accru d'insécurité, là où ils doivent aller renforcer ces militaires qui sont là. Je crois que c'est un peu cela. Et puis la décision telle que prise, on a dit que ça doit être exécuté à l'immédiat. Ça ne peut pas souffrir d'aucune application. Ça, nous avons entendu ça. Mais malheureusement, quelques semaines après, il y a encore des militaires qui sont sur certains sites miniers. Comment expliquer ça? Or, celui qui a pris la décision, c'est le commandant suprême des forces armées, de la police et des services de sécurité. Voyez-vous, donc, il y a non-respect. Et de cela, nous allons demander au président de la République, parce que lui, c'est un socialiste. Mais les militaires, ce qu'ils font, au lieu d'aller défendre l'intégrité territoriale, au lieu d'aller protéger nos frontières, et ils sont en train de faire l'individualisme. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent sur des sites miniers en train de gagner de l'argent, d'une manière individuelle, voyez-vous. Là où il ne peut jamais y être, parce que les entreprises minières qui sont là doivent avoir soit la police des mines, qui est reconnue même dans le code minier, est-ce que la police ou les services de sécurité. Est-ce que la police des mines existe toujours? Oui, la police des mines, par exemple, j'ai parlé avec la sécurité interne de KCC. Ils m'ont confirmé que chez eux, il n'y a que la police des mines. La police des mines, elle est là, parce que c'est la police des mines. La police des mines, elle est là, elle appuie la garde industrielle, elle appuie aussi quelques agents de sécurité des maisons privées. Pourquoi? Parce que les carrés miniers ou les périmètres d'exploitation sont des grandes superficies, là où il faut vraiment un dispositif sécuritaire pour faire face à tous ces clandestins. D'ailleurs, par là même des clandestins, le gouvernement est en train de trouver une solution quant à ceux, parce qu'il y a eu dernièrement l'octroi des 33 EA, là où une commission a été mise en place pour préparer les projets d'affectation de ces coopératives, pour résorber tous ces clandestins. Vous voyez, qu'ils soient dans leur site, là où ils peuvent travailler en toute sécurité, tel que le gouvernement le veut, parce que c'est juste pour créer la classe moyenne. Au lieu qu'ils commencent à rentrer dans des sites d'autrui, dans des sites privés, là où ils y entrent clandestinement, même la mort, parce que je venais de vous dire que pas plus tard qu'avant-hier, certains de nos compatriotes ont trouvé la mort dans la concession de TFM, pour dire ils ont reçu des balles. Donc les militaires ont usé des balles réelles. Et ils ont ôté la vie à nos compatriotes. Ça, nous profitons pour présenter nos sincères condoléances aux familles déplorées. Pourquoi? Parce que c'est un cas qui est très, très récent. Et je vous ai dit que ça s'est passé avant-hier. Donc nous condamnons cet acte odieux. Et ces militaires, comme le général qui était antérieurement ou la semaine passée, il présentait son ouvrage, le général de la 22e région militaire,
Donc, il est appelé vraiment, parce qu'une question lui a été posée par rapport à la présence des militaires. Est-ce qu'il y a-t-il le respect du retrait des sites miniers? Bon, il a répondu que ce n'était pas d'actualité même. Mais quand même, nous, en tant que société civile, nous les demandons, parce qu'il y a aussi l'inspection générale de l'armée. Où serait l'inspection générale de l'armée au moment où le commandant suprême des forces armées a pris la décision? Ça aussi, nous attendons ça. Parce que, comme je vous ai dit, il y a une présence accrue de FARDC dans les sites miniers. Merci. Que ce soit les sites d'exploitation artisanale, que ce soit les sites miniers industriels. Merci, M. Lambert Menda, de votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la société civile d'Iloalaba. Bonne journée et à la prochaine. Merci. Bien, on va accueillir Gentil Basokwamba depuis Kananga et Thomas Ougeni depuis Kisangani. Monsieur Basokwamba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je dis à tous les auditeurs de la Radio Okapi qui me suivent à ce moment. Vous me suivez? Bien, vous n'avez que 2 questions. On vous écoute. Là, c'est bon. Là, même 3 questions, là, s'il vous plaît. Mais il y a un problème de connexion, là, chez vous, là, je ne sais pas. Bien. Vous savez que avez-vous même donné le numéro de contact, là, vraiment, on ne sait pas comment rejoindre les messieurs, là, mais bon, malgré que vous avez beaucoup de numéros. Bien. Oui. Bon. Le numéro ne marche pas, sinon on va communiquer un autre. Si ça ne marche pas, alors prenez le... Bon, vous êtes déjà en ligne, ça veut dire que ça a marché. Quelle est la question? Vous n'avez que 2 questions, allez-y rapidement. Ok, première question, M. Jody. Oui. Quelles mesures concrètes le gouvernement met-il en place pour garantir que les sites miniers démilitarisés restent sécurisés sans permettre le retour des groupes armés ou des exploitants illégaux? Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment la démilitarisation des sites miniers profitera-t-elle réellement aux communautés locales, notamment en matière d'emploi, de sécurité et de développement? Troisième question pour terminer, M. Jody. Quel sera le rôle des services de l'État, des entreprises minières et des autorités provinciales pour assurer une gestion transparente des sites miniers après leur démilitarisation? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Thomas Ougeni depuis Kisangani. Bonjour. Thomas Ougeni, vous êtes à Kisangani. Bonjour. Bien, M. Thomas n'est pas là. M. Louembo et Jeannot, vous êtes à Kolwezi. Bonjour. Aujourd'hui, je vous salue. Vous m'entendez, hein? Oui, on vous écoute. Oui, je vous salue. Je salue l'invité, les auditeurs. Merci du choix fait pour le thème. Surtout, merci pour l'accord de la parole. Moi, je pense que, comme tout bon Congolais, je m'allie à ceux qui, une fois après avoir entendu cet ordre donné par le chef de l'État, ont salué cette prise de décision-là. Mais, venant de moi, je pense que le président devrait commencer par la bonne formule, qui est celle de débarrasser de tous ces sites, de toutes les familles puissantes de la République. Parce que vous et moi savons qu'un militaire, tout comme un policier, ne peut pas se réveiller le matin pour aller remplir ces sites-là sans avoir eu au préalable à obéir à un ordre donné. Donné par qui? Pas par un Congolais lambda comme moi ou comme vous, par des familles des puissants de la République. C'est par là que devrait commencer le président de la République, interdire à toutes les familles puissantes, malheureusement puissantes, tenues par les autorités, que sont nos autorités au Congo, permettez la tautologie. C'est par là qu'il fallait commencer. C'est difficile à avaler comme pilule, mais c'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, vous voyez, au Congo, à part le secteur politique, il y a le secteur minier qui est lucratif. Une fois que vous y êtes, vous êtes sûr d'être à l'abri de tous les problèmes financiers. Comme les familles de politiques, les militaires et policiers sont aussi au courant de cette vérité-là. Et comme tous sont à la recherche ou sont sous sa cour pour être à l'abri des problèmes financiers et matériels, voilà que, comme c'est alléchant, personne ne veut quitter ces terrains-là. Oui. Donc, si les militaires y sont, je ne suis pas en train de parler des zones occupées par les rebelles, de zones occupées par Kinshasa, ou sous le pouvoir de Kinshasa.
si les militaires y sont depuis des années, à la recherche bien sûr du bonheur, mais c'est suivant ou obéissant aux ordres des familles puissantes. Et ce n'est pas n'importe qui peut dire à un militaire, va m'accompagner dans ce pays. Donc, que les autorités prennent le courage de commencer par balayer devant leurs portes en disant à leur famille, c'est fini, arrêtez, mangeons avec tous les Congolais. Arrêtons d'être égoïstes. Voilà ma petite contribution, M. Jody. Merci beaucoup. Merci à Radio Capi. Merci à vous, monsieur Georges Bokondo. À vous la parole. Merci beaucoup. J'apprécie les commentaires des auditeurs. Et je voudrais effectivement commencer par là. Même ce que je crois Bass avait dit. Vous savez, il n'y a aucun militaire qui peut aller dans un site minier s'il n'a pas été autorisé. Oui. Il a été autorisé s'il demande de qui. C'est pour cela que je voudrais catégoriser. Je voudrais faire 3 catégories de sites. Merci de rapprocher votre micro. Il y a les sites industriels. Oui. Ce sont ces opérateurs qui demandent, les militaires et les policiers. Les opérateurs miniers. Oui. Beaucoup d'entre eux ont demandé. Lorsqu'on parle des cas de TFM, c'est parce qu'ils avaient eu peur de l'envahissement des artisanaux. Des artisanaux. Ils ont recouru à l'armée. Mais il y a la police des mines. Je ne pense pas à cette époque-là si la police des mines pouvait faire face. C'était pas facile. C'était pas facile de gérer les artisanaux. Moi-même, j'ai été là. Oui. C'était pas facile. Mais nous disions à l'époque, quand j'étais encore à Saroua, que les militaires doivent avoir un mandat, un délai. Si on les invite, ce n'est pas pour qu'ils restent longuement. Je crois que cette mission-là de l'armée à cette époque, ça date, je crois, de 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Presque 7 ans. Est-ce qu'on a diminué le nombre? Peut-être. Mais est-ce qu'ils devaient continuer à rester pendant longtemps? Et pourquoi les militaires, pas les policiers? Pourquoi? Non, les attaques des artisanaux de l'époque, c'était pas... Le niveau de la menace, c'était pas de la blague. Non, c'était pas de la blague. Oui. Et c'était des gens qui cherchaient comment avoir le profit, comment avoir le cobalt. Deuxième, ce sont des sites artisanaux qui sont contrôlés par les militaires, ou là où on connaît la présence des militaires. Et troisième, maintenant des sites semi-industriels, des petits projets industriels avec des machines détenues par l'autre qui pouvait parler de familles ou chinois. Les familles puissantes. Et ces gens-là, souvent, ne sont pas dans des concessions officielles, où ils ne sont pas détenteurs, souvent. Ils n'ont pas de titres. Oui. Parfois, ils envahissent aussi comme des artisanaux. Des privés ou quelques personnes qui envahissent et puis ils recrutent, ils ont les machines et puis comment. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec la décision du chef, je crois que la première mesure à prendre, c'est d'abord de connaître, il y avait combien de militaires dans les différents sites. Parce que c'est facile de savoir. Nous sommes au Loa là-bas. Il y a un commandant région. Il doit savoir il y a combien de sites miniers et nous avions combien de militaires qu'on avait affectés. La même chose du côté de la police. Ils doivent nous dire il y avait combien d'éléments affectés dans ces sites. Combien de policiers militaires qu'on avait affectés. Oui. Et aujourd'hui, on saura si on a retiré combien. Parce qu'il ne faut pas seulement retirer. Peut-être aussi, s'il faut répondre l'autre, mais qui les avait invités? Est-ce que c'est la compagnie pour les sites industriels? Est-ce que c'est... ce sont les familles puissantes, les coopératives, oui. Pour les sites artisanaux, ou les quelques sites semi-industriels qui sont détenus par des puissances. Ces gens-là, ils sont qui? Est-ce qu'ils ne vont plus recourir demain? Parce que lorsque la plupart de ces gens, ils ont aussi peur de contrôle des services de l'État. Parce que quand on a les militaires, c'est pas n'importe quel agent de l'administration qui peut se permettre d'aller contrôler là-bas. Oui. Ils ont ça aussi comme crainte. Comment faire pour que... On a déjà fait les statistiques, on a identifié ce qui était là, combien sont partis, comment garantir la sécurité. C'est là où on revient à la police des mines, parce qu'ils doivent mener, chaque compagnie doit maintenant demander à la police des mines. Et la police des mines doit être capable aussi de donner le personnel pour garder, pour faire le gardiennage. Est-ce qu'ils peuvent combiner avec la sécurité privée, les gardiennages privés, qui sont aussi multiples dans le pays? Et l'autre point, c'est de dire, oui, mais est-ce que la démilitarisation
ne sera pas juste temporaire. Parce que c'est ça le problème. Oui. Les sites miniers qui sont loin des grandes villes, vous êtes au fin fond des Aru ou des Mahagi, où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Comment ces gens-là vont quitter? Qui va maintenir la sécurité après leur départ? Parce que tout le monde a peur. La peur, c'est de voir est-ce qu'il y a des bandits qui peuvent entrer pour attaquer. Là où il y a les Ouazalènes, est-ce que les Ouazalènes peuvent aussi venir attaquer? Comment maintenir aussi la sécurité à ces unités qui sont légalement installées? Ceux qui sont illégalement installés, il faut fermer. Pour éviter qu'ils travaillent de plus en plus dans l'illégalité avec des militaires qui n'ont pas droit d'y rester là-bas. Donc il y a les grands problèmes, c'est les rôles de l'État, les rôles des provinces, les rôles même des compagnies elles-mêmes par rapport à la problématique. Les gouverneurs, les commandants régions doivent s'assurer que parce que si les militaires chef... persistent, ils ne sont pas responsables. Il faut voir leurs commandants. Oui, je disais au départ, il n'y a aucun militaire qui peut être affecté de sa propre initiative. Sinon, on va l'arrêter. Qui sont les commandants qui affectent? Ces commandants-là doivent nous dire, dans mon coin là, j'ai affecté autant. Et maintenant que la décision du chef est tombée, je dois me rassurer que j'avais affecté 20, j'ai retiré 20. J'ai affecté 100 et je dois retirer 100. Nous pouvons nous retrouver aujourd'hui avec 5000 militaires qui étaient dans les sites, par exemple. Mais vraiment, c'est un grand nombre du personnel militaire qui est censé aller combattre. Au lieu d'aller garder les gens, d'aller garder les mines. Les mines. Donc, il y a ces problèmes, mais je pense que ce n'est qu'un début. Il faut se débarrasser des militaires, mais il faut les remplacer par les services attitrés. Mais il faut... Mais est-ce qu'avant l'arrivée des militaires, il n'y avait pas de service attitré? Non, je crois que vous allez voir que la police des mines, on est tenté de l'installer. Mais attention, chez moi, à Pugna, j'ai aussi appris que la police des mines, ils font aussi de la tracasserie. Parce que dans la plupart de ceux qui sont dans la police des mines sont aussi des policiers. Mais il faut aussi les laver le cerveau, qui ne vont pas là-bas pour tracasser la population. Nous avons vécu à l'époque... En fait, il y a un jeu d'intérêts croisés, c'est terrible. Ces policiers des mines qui voient l'or sortir, et il est payé combien? Tant qu'on ne l'a pas encore lavé le cerveau et il n'a pas une discipline, non, il va faire aussi la tracasserie. Donc, il ne faut pas que ça soit un cercle vicieux, mais qu'on enlève d'abord ceux qui sont très dangereux, ceux dont la présence peut nuire à l'investissement, à l'image du secteur, et on les remplace par ceux-là qui sont identifiés dans la loi, qui doivent remplir ce travail-là, cette tâche-là. Donc, je crois que c'est ça les plus grands problèmes. Et puis, il faut sensibiliser aussi. Ça, c'est très important aussi. Il faut sensibiliser les exploitants artisanaux. Parce que quelque part, ils sont aussi à la base de ça. Parce qu'ils représentent une menace permanente. Quand la mine a invité la police ou l'armée... C'est pour les dissuader, pour qu'ils ne viennent pas envahir les sites. Il y a des gens qui ne peuvent pas reculer. Il faut qu'on sensibilise nos frères. Il faut aller faire autre chose. Les titulaires ici, cette compagnie, a mis la police ou l'armée pour sécuriser son investissement. Il va remplacer aujourd'hui avec la police des mines. La police des mines aussi, ce sont des policiers. Ils vont vous laisser entrer. Parce que si on ne les sensibilise pas, leur présence aussi va toujours pousser les opérateurs industriels à recourir aux hommes en uniforme. Et il ne faut pas, cette façon de recourir de manière permanente, c'est ça qui pose aussi de sérieux problèmes. Mais je pense qu'avec la création des ZEA, les zones d'exploitation artisanale, ça va réduire la pression des artisans sur les sites. La ZEA n'est positive que lorsque aussi elle est potentielle. Parce qu'il y a des ZEA qu'on a créées, mais peut-être il n'y a pas de richesse là-bas. Ça, c'est un. Ils vont toujours chercher là où il y a des richesses. De deux, lorsqu'on met aussi la ZEA, il faut aussi l'encadrement. Et même là, on va créer la ZEA. Il ne faut pas qu'on amène la police. Il ne faut pas qu'on amène les militaires. Et parce que ces ZEA, c'est aussi parfois proche
des milieux où il y a des militaires. Peut-être c'est à côté d'un camp, où les militaires peuvent passer, il va voir. Il peut chercher aussi à les exploiter, il peut chercher à les voler. Donc, il y a tout un système. La contrebande peut s'installer facilement. Oui. Donc, il y a ce phénomène-là. Il faut identifier ceux qui étaient affectés. Il faut faire un rapport sur ceux qui ont quitté les sites miniers. Il faut sensibiliser les artisanaux parce qu'ils sont à la base de ces genres de problèmes qui fait les affrontements entre la police, l'armée et eux. Parce que lorsqu'ils attaquent une mine industrielle, même s'il n'y a pas de militaires, la compagnie peut faire recours à la police. Lorsque la police va venir, il y a des gens qui font la tête. Ils ne fouillent même pas. Et ça crée les policiers avec des menaces. Ils se sont obligés de tirer. Il faut tirer. Nous déplorons les 2 morts à Fongorum ou tout autour de la construction du TFM. Mais moi, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. C'est catastrophique. C'est déplorable. Ce n'est pas de la blague, ils sont morts. Et la présence des militaires, vous savez, il y a parfois des militaires disciplinés et d'autres sont indisciplinés. La sécurité, parfois, on met un peu de l'orgueil en soi parce qu'on a le pouvoir de la sécurité. Et cet orgueil pousse aussi à commettre des bêtises. Ça pousse à commettre des infractions. Il faut sensibiliser, vulgariser nos lois pour que ce genre de comportement n'arrive pas. Donc, il faut d'abord recenser, connaître, il y avait combien de militaires, et puis combien sont déjà partis, il en reste combien. Et puis, vous avez dit, leurs commandants doivent être interpellés. Ils doivent être interpellés. Ce sont eux qui ont envoyé. Ils ont envoyé les militaires pourquoi? Est-ce que les commandants ont des intérêts là-dedans? Ou les commandants ont reçu une demande de la compagnie? Qu'est-ce qui avait motivé cette demande? Est-ce que la même motivation existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas orienter toutes ces demandes à la police des mines? Est-ce qu'on ne peut pas orienter avec les services de gardiens civils? Et seulement lorsqu'il y a une attaque que la compagnie peut faire appel à l'armée ou à la police d'abord pour aller intervenir lorsqu'il y a une attaque, une menace de la part des bandits et consorts. Bien, on va accueillir Thomas Ougeni depuis Kisangani, Jean-Arthur Kabamba nous appelle de Kinshasa et Gérard depuis l'Ituri. Nous parlons de la démilitarisation des sites miniers. Quelles sont les mesures d'encadrement? Monsieur Ougeni depuis Kisangani, bonjour et quelle est votre question? Bonjour, monsieur Jody. Et bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Monsieur Jody, je m'avais directement aux questions. La première question, c'est, en tout cas, la stratégie. Je ne sais pas quelles sont les stratégies que l'État congolais va-t-il mettre en place pour garantir, en tout cas, une démilitarisation durable et efficace des sites miniers. C'est ça la première question. Quelles sont en tout cas les garanties ou les stratégies que l'État va mettre en place pour qu'il y ait la démilitarisation? Un instant, il y a un correspondant qui a communiqué. Un instant, si on peut fermer sa ligne, oui, vous pouvez répondre. Merci beaucoup, monsieur. Je disais, je m'avais directement aux questions. La première question, c'est par rapport aux stratégies. Je ne sais pas, qu'est-ce que l'invité pourra nous dire? Quelles sont en tout cas les stratégies que l'État congolais devra mettre en place, surtout pour garantir une démilitarisation durable et efficace dans le secteur minier? Ça, c'est la première question. D'accord. La deuxième question que j'aimerais poser à l'invité, c'est par rapport aux obstacles. Je ne sais pas quels sont les obstacles qui empêchent en tout cas la réussite de la démilitarisation des sites miniers en RDC de façon générale. On a parlé ici, on veut parler maintenant de la démilitarisation. C'est-à-dire, avant, il y avait la militarisation des sites miniers. Je ne sais pas quelles sont en tout cas les principales causes de la militarisation des sites miniers en RDC. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler de la démilitarisation. Mais avant, il y avait la militarisation. Je ne sais pas les causes. Les causes, d'accord. Ce qui est dans la militarisation des sites miniers. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ougeni. Depuis Kisangani, Jean-Arthur Kabamba, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Jean-Arthur. Merci d'ouvrir votre micro, Jean-Arthur. Bonjour.
Oui, monsieur Jody, bonjour. Bonjour aussi à l'invité. On vous écoute. Allô? Oui. D'abord, la Constitution, à son article 58, nous dit ceci. Puisque ça dérange aussi nous, ça nous dérange nous en tant que Congolais. La Constitution dit tout Congolais ont droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir à les distribuer équitablement et de garantir les droits de développement. Alors, la situation des militaires dans des carrés miniers, ça n'a pas commencé aujourd'hui, M. Jody. C'est depuis longtemps dans des carrières minières. La façon dont vous pouvez vous faire enrichir facilement et rapidement, c'est toujours avoir des carrés miniers. Je pense, M. Jody en a aussi. Oh là. Alors, mais oui, exactement. Ah bon? Si vous avez... Ben ça, on va vérifier. Oui, on doit vérifier. Oui. Parce que si vous avez un espace de pouvoir, la facilité, pourquoi tous les ministres aiment partir seulement à Lualaba? Je n'ai jamais entendu un ministre qui part à Gemena, qui part au Chopo, c'est seulement à Lualaba. Vous allez entendre les ministères, même le président de la Cour de cassation, les cours constitution, c'est tout le monde qui veut partir à Lualaba. Oui. Alors, dès le début du pouvoir, le début du pouvoir du président, dès le début de son mandat, le président de la République avait prodigué et mobilisé sa famille biologique de ne pas y ingérer, de ne pas y entrer. Mais la réunion du Conseil des ministres, ça sera ni les sans-effet qui peut écouter, puisque le Conseil a été prodigué dès le début de son mandat à sa famille biologique. Puisque je viens d'entendre que c'est plus ceux qui ont des carrés miniers, c'est plus la famille d'une telle personne, pour ne pas citer les noms. Nanga, au début de son mandat, quand il est devenu président de la CENI, et puis aujourd'hui on l'avait ravi les carrés miniers, c'est parce qu'il était protégé. Le problème, même la maison qui a été construite à Kingabwa, plus de 4 millions de dollars par les Chinois, c'est l'argent qui venait des mines. Alors, M. Jody, c'est pas seulement par une communiqué, quand même il faut prendre des décisions. Puisque les militaires là, pour un militaire pour quitter, aller s'installer quelque part, il y a des billets de services, ce qu'on appelle BES. Il y a une recommandation par son commandant. Il y a le détachement. Mais comment le militaire peut aller sans qu'on les invite pas par une famille présidentielle ou par un ministre ou par quelqu'un d'autre? C'est pourquoi nous demandons, nous en tant que Congolais, quand même l'État doit bien regarder et puis jeter un œil vraiment regardant pour que les Congolais puissent en jouir. Sinon, c'est nous tous qui vont descendre à Lualaba, partir à Likasi ou c'est pour aller en profiter, puisque nous, les petits peuples, on n'en profite pas. Bien, merci. Merci beaucoup pour votre intervention, Jean-Arthur. Gérard, vous êtes à Ituri. Bonjour. Bonjour, Gérard. Merci d'ouvrir votre micro. Gérard, vous êtes là? Bien, il n'est plus là. Monsieur Georges Bokondo, à vous la parole. Bon, je dis donc, vous avez un carré minier. Je ne savais même pas. Voilà. Je peux mettre aussi les doutes pour dire que la famille du chef de l'État a plus de titres miniers que d'autres. Non, je pense qu'il faut relativiser. Et je ne pense pas que c'est tous les membres de la famille du chef de l'État qui sont dans les sites miniers. Ça, je doute. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, quand vous allez là-bas, les gens disent toujours famille présidentielle, famille présidentielle. Oui, mais il y a aussi des gens qui se tapent ça. Qui se tapent, Il faut parfois vérifier. Mais je pense, avec la décision ici, les autorités attitrées vont vérifier. C'est un membre de famille qui a un titre minier légalement obtenu auprès du cadastre minier.
Il est congolais, il doit respecter seulement les lois de la République. Et si on a demandé qu'on retire les militaires, lui aussi, on doit retirer les militaires. Si les militaires ont été affectés pour sa propre sécurité, ce militaire va rester pour sa propre sécurité. Il ne faut pas aller faire la sécurité de la mine. Et ça va honorer même la famille elle-même. Donc, je doute que c'est la famille du chef d'État qui a plus de titres miniers dans ces pays. Je pense qu'avant que les chefs de l'État arrivent au pouvoir... Il y a des gens qui font des trafics d'influence. Il y avait plusieurs milliers de titres miniers avant que les chefs d'État arrivent. Si vous regardez les fichiers de cadastre minier, je ne pense pas qu'il y en avait. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont acquis ça? S'ils peuvent avoir à obtenir des titres miniers en bonne et due forme. Je pense qu'il y a... Mais la question fondamentale, la stratégie à mettre en place pour ça, je pense que la démilitarisation veut qu'il y ait une stratégie permanente pour dire que non, ce que nous avons décidé aujourd'hui, il ne faut plus que ça rentre. Pour que ça ne rentre pas, qui sont acteurs à protéger cette décision? Qui doivent appliquer cette décision? Et ce sont les mêmes personnes qui ont affecté d'abord les militaires qui doivent appliquer. Les gouverneurs de province. Parce que nous sommes acquis. Le ministre national des Mines ne connaît pas tout ce qui se passe. C'est quand il fait sa visite, mais il reçoit les rapports. Mais les gouverneurs de province... Ils sont censés faire appliquer les mesures. C'est une décision du Conseil des ministres. Ils vont avoir l'appui des services du gouvernement, les services du ministère des Mines, les services du ministère de l'Intérieur, de la Défense. Mais parce que nous avons des commandants, on parle des militaires et des policiers, nous avons les commandants, nous avons les chefs d'état-major général, nous avons les commandants des régions, nous avons même du côté de la police des inspecteurs provinciaux. Donc ces gens-là doivent appliquer cette décision-ci. On ne peut pas avoir les obstacles devaient venir dans quel niveau? C'est-à-dire qu'on arrive dans un site parce que soi-disant, moi je suis protégé, on refuse de retirer les militaires. Non, il y a quand même des sanctions qui doivent être appliquées. Et c'est là où on peut faire intervenir l'auditorat. On peut faire en cas de résistance. S'il y a des résistances, il faut porter plainte, c'est ça? Oui. Il faut saisir l'auditorat. L'auditorat. Parce que ceux qui doivent appliquer ça, ce sont les mêmes personnes qui ont le pouvoir, qui ont la décision. Maintenant, ici, la décision vient de la haute hiérarchie du pays, du Conseil des ministres. Ce que nous avons toujours demandé, je suis parlementaire. Lorsqu'une telle décision est sortie, nous voulons voir que le gouvernement l'applique. Nous voulons voir que les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense créent effectivement cette commission-là. Nous avons des zones attitrées. On ne va pas envoyer partout. Il y a des provinces où il n'y a pas ce problème. Donc il faut mettre en place une commission interministérielle chargée de suivi. Qui envoie les gens avec l'état-major général. Qui envoie les gens pour vérifier. Sur chaque site. Oui. La commission va aller vérifier. Et parce qu'on doit connaître. On vous dit, quand les collègues d'Ilo là-bas parlaient là, le président Lambert, mais il vous cite les sites où il y a les militaires. C'est pour ça que j'ai parlé sous forme d'une statistique ou un rapport qu'on doit dire. Au Lualaba, il y a autant de compagnies. Sur ces compagnies, il y a celles qui n'ont pas les militaires, qui n'ont que les gardes industriels, et il y a telles qui ont des militaires. À la date du 10 juillet, à la date du 11 juillet, telle compagnie n'a plus de militaires sur les sites. Et telle compagnie, il faudrait qu'on voie aussi les compagnies qui ont écrit à la police des mines ou au ministre de l'Intérieur pour demander, oui, privée, pour voir si réellement ils veulent appliquer la décision du gouvernement. On ne refuse pas à une compagnie, lorsqu'elle est attaquée, de recourir d'abord à la police pour la sécurisation, lorsque sa propre sécurité n'a pas fait face à la menace. Là, on peut... C'est de manière temporaire. Pas garder des militaires de manière permanente. Alors, donc, dans des décisions pareilles, on ne doit pas avoir des obstacles. À moins qu'on dise que... Surtout que ça vient de la haute hiérarchie. Oui, c'est laisser certaines personnes garder les militaires. Non, non. On ne doit pas avoir des obstacles. Pourquoi garder les militaires? Parce qu'on vous amène quelque chose à la fin de chaque mois. Non, ce n'est pas du tout sérieux. On est payé. Parce qu'effectivement, la compagnie qui a recruté les militaires, qui a des gardes,
paye à la fin de chaque mois au commandant qui a livré les militaires. Et les commandants ne voudraient pas laisser ça partir comme ça facilement. Non, c'est effectivement, ce sont des ressources qui entrent. Même si les commandants n'exploitent pas avec les artisanaux ou la semi-industrielle ou les Chinois, mais le fait d'avoir mis les militaires, et parfois, on devait avoir même des quittances. L'argent qui entre là va dans la poche. Est-ce que ça entre dans les services de l'armée ou dans le commandement de l'armée? Non. Alors, il faut couper. Ce sont des recettes illégales. Il faut couper ça. Ça ne servait pas à l'État. Alors, donc, il y a ce genre de... Moi, je me dis, pour mettre fin à ça, nous identifions, d'abord les commandants qui délivrent des militaires, qui délivrent les billets de service. Parce qu'il n'y a aucun militaire qui peut se déplacer. Sans les baisses, là. Sans les baisses. Que ce soit les commandants de la police, que ce soit les commandants de l'armée. Il faut d'abord les identifier. On les identifie. Et chacun doit nous dire, par exemple, en l'année 2026 ici, il a livré combien de baisses? Est-ce que ces baisses sont permanentes ou sont mensuelles? Combien il a arrêté? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore voir les baisses pour aller dans les sites? Non. Il faut que cela s'arrête. Mais là où il y a des menaces, des investissements, il faudrait que l'État crée un mécanisme de sécurisation des investissements. Vous avez parlé de la police des mines. Oui. Bien, donc on retient que on doit d'abord recenser, connaître combien de militaires il y a sur les sites miniers, et puis interpeller les commandants, oui. Les compagnies aussi qui ont écrit pour demander les militaires pour leur sécurité, on doit les identifier, et puis mettre en place une commission interministérielle qui est chargée de suivi pour l'application. Et si on trouve qu'il y a des récalcitrants, alors il faut les déférer. Il faut des sanctions. Ouais, saisir l'auditorat militaire. Oui. Bien, Monsieur Georges Bokoundou, merci beaucoup. Georges Bokoundou Mokouli, député national, avocat et mandataire en mine, ancien vice-président de la commission des révisitations des contrats miniers. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Jody. Excellente Merci journée beaucoup. Et à très bientôt. Ah.